Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bel été sur Entre vous et moi, l'occasion de redécouvrir le récit, le témoignage de nos invités. Samuel Der, ce jeune homme qui a chuté du 6e étage d'un immeuble et qui nous raconte sa renaissance en musique aux côtés de ses compagnons d'infortune. Également le chanteur Grégoire qui nous raconte également cette belle rencontre avec Jean-Jacques Goldman. En ce début des Jeux Olympiques, l'histoire incroyable de Mathieu Lartaud, qui a souffert d'une jambe malade, désormais fantôme, et qui nous raconte le destin de ce petit garçon devenu présentateur vedette de Stade 2 sur France Télévisions. Mais tout de suite, cette femme incroyable qui a vécu une tentative de féminicide il y a quelques années, qui nous raconte ce moment où sa vie a basculé, mais ce moment qui l'a rendue encore plus vivante que jamais. Des témoignages à découvrir sur notre chaîne. Vous pouvez vous abonner, nous laisser un like, un commentaire et également les découvrir en audio sur nos podcasts tout l'été et toute l'année. Bel été! « 16 novembre 2010. Cette date résonne en vous, sur votre corps également. Oui. Que s'est-il passé ce 16 novembre 2010 ? Alors ce 16 novembre 2010, c'est d'abord les 17 ans d'un de mes fils. Jamais je n'aurais pu imaginer comment cette journée aurait pu se terminer. Parce que à 17h30, ma vie a basculé complètement. Je partais rechercher mon second fils à l'école. Et l'homme avec lequel j'étais séparée depuis 5 semaines est venu m'asséner de 3 tirs de coups de fusil de chasse. Devant l'école. Devant l'école. Dans votre voiture. Dans ma voiture. Et il vous tire à bout portant. À bout portant. Quand je démarre la voiture, mon fils qui était à l'arrière me dit attention maman, papa va te tirer dessus. Là je comprends. Je comprends parce que je me savais menacée de mort. Et je me suis dit, ça y est, il va mettre à exécution ce qu'il avait dit. Enfin, le premier tir est venu s'encastrer sur l'appui-tête passager, est venu mourir ici sur la tempe. Donc j'accélère, mais avant d'accélérer, je dis à mon fils, sauve-toi de la voiture, t'occupe pas de maman. J'entends la porte latérale du véhicule se refermer, je sais qu'il est sorti de la voiture, et là j'accélère, et je me souviens plus de rien. C'est blackout total. Le second tir a été, on ne sait pas trop si c'était à l'intérieur de la voiture, dans le dos ici, au niveau de l'épaule. Le véhicule est allé s'encastrer dans un autre véhicule qui était en stationnement. Le haut de mon corps, la portière ouverte, est tombé au sol et lui, il est venu me tirer un 3e tir ici au niveau du pied de l'aine. À bout portant. À bout portant. C'est rare que je demande ça, Sam. Pourrais-tu me dire qui tu es ? Le premier truc qui me vient, un artiste vivant qui a bossé. Tout simplement. À 27 ans, tu chutes d'un immeuble de 6 étages. C'est ça. 3 semaines de coma, des mois de convalescence et de reconstruction, une vingtaine d'opérations, une trachéotomie. Tu as dû réapprendre à tout faire. À tout faire. Parler, à chanter avec un bras abîmé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé du haut de cet immeuble ? J'étais dans le 17e avec la femme que j'aimais, avec qui j'allais me marier. Et donc il y a eu une engueulade qui s'est prise. Moi j'étais en train de bricoler, la fenêtre était ouverte. C'était le 15 juin 2013 et par inadvertance je suis tombé du 6e étage sur du béton dans la cour centrale et j'ai eu tout de cassé. C'est mon coude qui m'a protégé le cerveau. Et j'ai fait coup d'épaule bassin et je me suis explosé. Il y a rien eu pour me retenir au sol, rien. Et donc effectivement, après, je me suis réveillé 3 semaines après à la Pitié-Salpêtrière. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les organes repartaient petit à petit. Donc ça donnait de l'espoir. Par inadvertance.
Ouais, ouais. C'est quoi cette chute? Ben, je pense que maintenant c'est la plus belle chose qui me soit arrivée au final, parce que j'ai pu me réinventer complètement. On m'a proposé de faire des ateliers de musicothérapie dans un centre médicalisé de jour, et je me suis dit banco, c'est magnifique. Vous avez créé justement cette association, ce groupe, Mm. les Évadés AVC. C'est votre nouvelle famille? C'est les camarades que j'ai choisis pour avancer au mieux dans mon chemin de vie. D'ailleurs, j'étais ému quand j'ai fait le premier rendez-vous avec le staff, avec les professionnels de santé qui commençaient à me présenter tous les accueillis, les appeler comme ça, parce que c'est un centre d'accueil. Moi, je trouve ça magnifique, des Les accueillis. accueillis. Ouais. Et c'est venu rapidement comme une évidence au bout du début de la deuxième année. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un spectacle ensemble. On a la même histoire. Pour certains, on avait fait les mêmes centres de rééducation, les mêmes hôpitaux. Mec, on est ensemble, on est ensemble. Vous dites de ces évadés qu'ils sont les évadés de vous-même, de vos vies, de vos maux, de vos handicaps, et que vous êtes là, vous, pour sublimer tout ça. J'essaye au mieux d'être le vecteur de de ce qu'ils ont envie d'exprimer. Goldman, vu ce qu'il raconte, il aura tellement de choses à m'apprendre, mais pas que sur la musique. Surtout, d'ailleurs, c'est même plus quelqu'un que je considère comme un musicien. Il est très bon musicien, j'aime beaucoup. Mais moi, sa qualité première, c'est de raconter ma vie sans la connaître, en fait. C'est comment... Je pense que c'est un sociologue. Mais oui, mais c'est comment ce mec-là Évidemment. passe des jours à nous sortir une phrase qui, à un moment, va nous faire avancer de 10 ans. Et c'est ça qui me fascine chez lui. C'est ça que j'ai envie de faire aussi. Aujourd'hui, il est qui pour toi? Bah, pour moi, il a toujours été, j'ai envie de dire, il a toujours été Keating, donc Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. Il a Mon toujours capitaine, mon capitaine. voilà, exactement. Il a toujours été, avant de le connaître, il a toujours été ça. Pour moi, guide, ça une a inspiration. toujours été le guide ultime. En fait, l'humain est tellement en phase avec ce qu'il raconte. Je me souviens d'un enfoiré un jour qui parlait de lui en disant « Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait autant réglé son problème d'ego ». Il est fascinant. Et il faut être honnête, je lui ai dit d'ailleurs. Il n'aime pas qu'on lui dise, mais il est fascinant, il est fascinant. Et là, moi, je croise donc Goldman. On chante ta main. En fait, ça qui est fort aussi, c'est qu'il y a ce moment un peu paradoxal où donc moi, avant de sortir mon premier album, il n'y a pas de chanson pour mes frères sur l'album. Donc la dernière chanson que j'ai écrite, elle s'appelle Ta main, qui dit « J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant et tu sais, j'espère au moins que tu m'attends. » Et je parle à mes frères donc. Et donc elle est reprise aux Enfoirés l'année où j'y suis, la première année où j'y suis. Et ce qui se passe, c'est que on la chante en hommage à Coluche. Donc il y a des panneaux avec Coluche énormes. Je me dis quand même, la chanson pour mes frères, en hommage à Coluche, c'est cool. Et le truc, c'est qu'on arrive à la fin au bord de la scène et on doit prendre la main de l'enfoiré. Et on est 44 et il n'y a pas de place déterminée. De l'enfoiré qui se trouve à vos côtés, en fait. Et donc à la télé, quand on regarde ça, vous voyez que moi je suis au devant de la scène, donc j'ai même pas choisi ma place. Je suis au devant de la scène en train de chanter avec certains. Et là, il y a tous les autres enfoirés qui arrivent et qui se mettent derrière. Et le mec qui est à ma gauche et qui prend la main, c'est Jean-Jacques Goldman. Et là, effectivement, là par exemple, là j'ai craqué en rentrant dans les coulisses. En tout cas, ça a été le début. Ah ça c'est le... Pour toi. Ouais, c'est pour moi c'est le... Après c'est de me dire mais c'est fou en fait, c'est fou de se dire que... Vous savez, j'ai 32 ans, c'est un rêve de 15 ans. Pendant 15 ans avec que des gens qui vous ont dit tu rencontreras jamais Jean-Jacques Goldman. Quel est ce message? Ça veut dire que quand les choses doivent se faire, elles se font? Ou est-ce que c'est justement quand ça vient du cœur finalement? Forcément mon obsession m'a amené jusque-là. Après, je sais juste que quand on est obsédé par quelque chose, quand on est... Quand on le désire très fort. Oui, on est forcément à l'affût de tout ce qui peut se proposer. Parce que j'ai envie que les gens comprennent que malgré les épreuves, je suis allé au bout de mon rêve. Et j'ai vraiment réalisé mon rêve. Je ne suis pas tombé à côté. C'est-à-dire que je suis tombé dans les mains de Goldman.
Et qu'après, le mec est en retraite, je lui demande de faire un duo avec moi pour mon 2e album. Son fils me dit, il le fera jamais. Et le mec le fait. À 15 ans, tu es sur une pente ascendante au niveau sportif. Tu dois même intégrer un sport-études rugby, le seul d'Île-de-France, au lycée La Canale de Sceaux. Mais une blessure au genou qui t'empêche donc d'entrer dans ce cursus scolaire, et surtout un coup de fil qui claque un matin à 8h du matin et qui t'annonce une tumeur au genou sur ta jambe droite. Tu comprends tout de suite que quelque chose va changer. Je comprends surtout qu'un coup de fil à 8h du matin en semaine, c'est pas banal et que c'est pas forcément annonciateur de très bonnes nouvelles. Et donc là, je vais être orienté à la Pitié-Salpêtrière. Et tout va s'accélérer à une vitesse folle parce qu'en 15 jours, là, ma vie va basculer parce que je vais avoir une jambe qui ne va pas retrouver la mobilité qui était la mienne, avec une prothèse massive de reconstruction, donc quelque chose de très lourd en titane, que je ne ferai plus évidemment de rugby et peut-être plus du tout de sport tout court. Et c'est ça que tu retiens. Moi, je retiens que ça. Et moi, à ce moment-là, je ne mesure pas la gravité. Il y a une forme de, on parle souvent de l'insouciance de la jeunesse, il y a une forme d'insouciance, sans parler de déni. À cette époque-là, moi, je suis complètement immortel dans mon esprit. Mais moi, ce que j'enregistre, c'est que je vais perdre mon genou et que je ne vais plus pouvoir pratiquer le rugby. Et là, d'un seul coup, on vous met un sens interdit et on vous dit c'est terminé. Et donc, c'est un saut dans l'inconnu et il y a une forme d'injustice. À ce moment-là, c'est la colère d'un adolescent qui ne veut absolument pas, quelque part, faire face à sa nouvelle réalité. Ce qui est intéressant, là, en t'écoutant, c'est que, sans le savoir, tu t'en rendras compte bien des années plus tard, c'est aussi le rugby qui t'a permis d'y croire. C'est le rugby qui te provoque cette blessure, donc qui permet aussi de révéler le cancer. Et c'est le fait de vouloir continuer à faire du rugby qui va te forcer, d'une manière ou d'une autre, différemment, mais à faire que ta vie va tourner autour du rugby et que tu vas survivre à ça. C'est dingue. Ouais, ça c'est fou. Et d'ailleurs, je dis souvent que le rugby a sans doute sauvé ma vie parce qu'effectivement, à l'origine, donc avant le diagnostic de ce cancer, c'est une blessure banale dans un match. Je me tords le genou, je pense que c'est une simple entorse. Et ensuite, pendant toute la période qui va suivre, donc je vais avoir une prothèse massive de reconstruction, je vais faire évidemment les traitements de chimiothérapie, 40 séances de radiothérapie, et je vais par-dessus tout contracter une infection nosocomiale. On parlera même à mes parents, moi on ne me le dira pas ouvertement à ce moment-là, mais on évoquera à un moment déjà l'amputation. Parce que au bout de 3-4 mois d'infection, les médecins commençaient à se dire qu'il allait falloir couper la jambe. Donc ça, c'est la photographie de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et en même temps, ça a été un moment d'introspection extraordinaire pour moi parce que je me suis retrouvé dans une vie parallèle. J'avais un quotidien qui n'était évidemment pas celui de mes camarades. Et donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait un travail énorme sur moi, ce que je voulais être. Et je pense qu'en termes de maturité, j'ai gagné 15 ans en 4 mois. Et donc, une fois que tout ça a été passé, tout était clair. Effectivement, comme tu le disais, il était hors de question que le rugby sorte de ma vie. Il fallait simplement que je trouve une autre possibilité pour en profiter, le vivre par procuration. Et le métier de journaliste sportif a été pour moi l'évidence. Si je te dis qu'on n'échappe pas à son destin, puisque tu devais vivre ça, c'est ainsi. En revanche, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on en fait ce qu'on a la force d'en faire, en tous les cas, la détermination d'en faire? Est-ce que ça, c'est vrai pour toi? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vraiment des questions que je continue d'ailleurs de me poser parce que je me dis, qui aurais-je été sans traverser tout ça? Est-ce que j'aurais été journaliste sportif à France Télévisions? Est-ce que j'aurais rencontré mon épouse que j'ai rencontrée dans mon école de journalisme? Et du coup, est-ce que j'aurais eu les enfants que j'ai aujourd'hui? Et en tout cas, ça m'a fait prendre des directions qui n'étaient pas les miennes au départ.
Donc effectivement, il y a une forme de fatalité et de destin, et je pense qu'on se nourrit de ce type d'épreuve-là, et que probablement que celui que je suis aujourd'hui est très différent de celui que j'étais au moment où tout ça m'est arrivé, et que j'aborde la vie, alors le terme est peut-être un peu galvaudé, mais avec plus de gravité, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que pour moi, j'accorde une importance à toute chose de la vie. Et donc j'ai une forme d'exigence sur mon travail, sur celui des autres, sur celui de mes enfants, sur mon entourage. Alors que j'étais pas du tout comme ça quand j'étais adolescent. Ouais. Mais parce qu'il y a eu ce sentiment très vite chez moi d'urgence à faire, à accomplir des choses. Quand je me suis fixé le but d'être journaliste sportif, je suis allé passer les examens, les concours d'école de journalisme en béquille. J'ai intégré l'école de journalisme. 8 mois après, j'étais aux Jeux Olympiques de Sydney pour France Télévisions. Donc ça prouve que j'avais ce sentiment d'urgence absolue de m'accomplir à nouveau dans quelque chose après avoir passé 2 ans et demi de ma vie sur des lits d'hôpitaux où on côtoie la mort, où on voit des choses très très difficiles, et ça vous marque. Et moi, j'ai fait de tout ça une force en relativisant constamment ce qui m'arrivait. Parce que je me disais, ok, c'est difficile, c'était pas ce qui était prévu au départ, mais j'avais vu tellement de choses bien plus graves. On n'ampute pas le cœur. Voilà. Que je me disais, on y va, quoi, on fonce, et il y a d'autres émotions, il y a d'autres plaisirs à aller chercher. À très vite pour un nouveau best-of. On se retrouve tout l'été sur la chaîne Entre vous et moi, mais également en podcast. Merci de vous abonner, de laisser un like et un petit commentaire. Ça fait un bien fou de vous lire. Très bel été à vous.